Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, découvrez La prodigieuse victoire de la psychologie de Pierre Daco, un livre puissant sur le pouvoir de l'esprit humain. Introduction. Au cœur de l'Odyssée humaine, une quête incessante nous pousse à comprendre les ressorts intimes de notre être, à déchiffrer les énigmes de nos souffrances et à percer les mystères de notre bonheur. C'est à cette aventure profonde que nous convie Pierre Daco dans son œuvre capitale, La prodigieuse victoire de la psychologie. Loin des promesses éphémères et des recettes superficielles, Daco nous invite à un voyage au cœur de nous-mêmes, armé des découvertes les plus fondamentales de la psychologie moderne pour éclairer les zones d'ombre de notre inconscient et transformer notre destinée. Pierre Daco, psychologue et écrivain, s'est imposé comme une figure essentielle dans la vulgarisation de concepts psychologiques complexes, rendant accessible au plus grand nombre une science souvent perçue comme ardue ou élitiste. Son talent réside dans sa capacité à traduire les arcanes de la psychanalyse et de la psychologie des profondeurs en un langage clair, direct et profondément humain. À travers La prodigieuse victoire de la psychologie, il ne se contente pas de présenter une théorie, il offre une véritable carte routière pour l'introspection, une boussole pour naviguer dans les méandres de notre vie intérieure, et un guide pratique pour transformer les conflits internes en source de puissance et de libération. Le but de cet ouvrage est de vous armer d'une connaissance essentielle, celle des mécanismes inconscients qui dictent une part significative de nos réactions, de nos choix et, par conséquent, de nos souffrances ou de nos réussites. Daco démystifie les concepts clés, depuis les racines profondes de nos angoisses jusqu'à la puissance souvent négligée de notre enfant intérieur. Il explore les révélations de la psychanalyse, décode les subtilités de nos mécanismes de défense et met en lumière l'influence colossale de nos automatismes inconscients. Mais au-delà de la simple compréhension, la prodigieuse victoire de la psychologie est un appel à l'action, une promesse de guérison par la connaissance de soi et une invitation à emprunter les chemins de la libération psychologique. C'est la démonstration que la conscience, une fois éclairée, peut triompher des forces obscures de l'inconscient, nous offrant une maîtrise nouvelle sur notre existence. Ce livre n'est pas qu'une lecture, c'est une expérience transformatrice. Il vous fournira les clés pour comprendre pourquoi vous agissez comme vous agissez, pourquoi certaines peurs persistent et comment briser les chaînes invisibles de votre passé. En embrassant les enseignements de Pierre Daco, vous découvrirez comment la psychologie, loin d'être une discipline abstraite, est une force tangible, capable de remodeler une vie, de restaurer l'harmonie intérieure et de révéler un potentiel insoupçonné. Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre dans ce voyage passionnant au cœur de la psyché humaine. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune étape de cette découverte fascinante et pour continuer l'aventure avec nous. Et n'hésitez pas à nous faire part des livres rares ou des œuvres majeures que vous souhaiteriez voir résumées et explorées dans nos futures collaborations. Ensemble, dévoilons les mystères qui nous habitent. Chapitre 1. Les racines inconscientes de nos souffrances. Pour comprendre la prodigieuse victoire de la psychologie, il est impératif de plonger au-delà des apparences et de reconnaître une vérité fondamentale, souvent occultée par notre conscience quotidienne. Une part significative de nos souffrances, de nos angoisses, de nos comportements répétitifs et de nos échecs inexplicables puise ses racines dans des territoires que nous ne percevons pas directement. Les vastes et mystérieuses étendues de notre inconscient. La douleur que nous ressentons aujourd'hui, qu'elle soit émotionnelle, existentielle ou même parfois somatique, sans cause physiologique évidente, n'est que la pointe émergée d'un iceberg colossal dont la masse critique est immergée dans les profondeurs insondables de notre psyché. Ignorer cette dimension, c'est se condamner à un éternel combat contre des ombres, à une lutte sans fin contre des symptômes dont la cause véritable demeure inconnue. La psychologie, telle que Pierre Daco la présente, nous offre une lanterne pour éclairer ces profondeurs, afin que nous puissions enfin remonter à la source de nos maux et les dénouer. Dès les premières lueurs de l'existence, voire avant la naissance selon certaines approches, chaque être humain est un réceptacle d'expériences. Non seulement celles vécues consciemment, mais aussi celles qui, trop intenses, trop douloureuses, trop contradictoires ou trop précoces pour être intégrées par la conscience en développement, ont été refoulées, oubliées
ou simplement enregistrées sans traitement. Ces impressions primordiales, les premières interactions avec les figures parentales, les expériences de frustration ou de satisfaction des besoins, les chocs émotionnels, les paroles blessantes ou les silences pesants, ne disparaissent pas simplement. Elles s'enfoncent dans le substrat de l'inconscient, où elles continuent d'exercer une influence souterraine mais puissante sur notre personnalité en formation. C'est là que se tissent les premières mailles de notre caractère, que se dessinent nos schémas relationnels, que se forgent nos peurs primaires et nos désirs fondamentaux. L'inconscient, dans ce sens, n'est pas un simple grenier où s'accumulent des souvenirs. C'est un atelier vivant où les expériences passées sont réinterprétées, symbolisées et surtout, où elles continuent d'influencer notre perception du monde et nos réactions automatiques, bien après que la conscience en ait perdu le fil. L'une des manifestations les plus courantes de ces racines inconscientes est la répétition de schémas de vie. Combien de fois nous retrouvons-nous piégés dans les mêmes dynamiques relationnelles, les mêmes échecs professionnels, les mêmes conflits familiaux, les mêmes difficultés à atteindre nos objectifs, même lorsque nous avons l'impression d'avoir tiré les leçons du passé? Pierre Daco nous éclaire sur le fait que ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard ou d'une malchance persistante, mais plutôt la manifestation de programmes inconscients. Si, par exemple, un individu a intériorisé durant l'enfance une croyance inconsciente selon laquelle il n'est pas digne d'amour ou de succès, il aura tendance, à l'âge adulte, à reproduire des situations qui confirment cette croyance. Il pourra choisir des partenaires indisponibles ou toxiques, saboter ses propres opportunités professionnelles ou adopter des comportements d'autodépréciation qui repoussent les autres. Ces schémas sont comme des scripts invisibles écrits par notre inconscient et que nous rejouons inlassablement, souvent sans comprendre que nous en sommes les acteurs principaux. La souffrance générée par ces répétitions est d'autant plus insidieuse qu'elle semble inexplicable, plongeant l'individu dans un sentiment d'impuissance et de fatalité. Ces racines inconscientes se manifestent également à travers nos symptômes psychologiques et psychosomatiques. L'anxiété qui monte sans raison apparente, les phobies irrationnelles qui paralysent notre vie, les dépressions dont l'origine semble lointaine, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, les insomnies, ou même certaines douleurs physiques récurrentes, migraines, maux de dos, troubles digestifs, pour lesquels aucune cause médicale n'est clairement identifiée. Toutes ces manifestations peuvent être des cris de l'inconscient. Elles sont le langage symbolique par lequel l'âme tente de nous alerter sur des conflits non résolus, des blessures non cicatrisées ou des besoins fondamentaux non satisfaits. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais un système intégré. Ce qui est refoulé au niveau psychique peut se somatiser, trouvant une voie d'expression à travers le corps, car l'inconscient cherche toujours à se manifester, même de manière déguisée. La souffrance est alors un signal, une invitation à regarder à l'intérieur, à explorer les profondeurs pour comprendre ce que ces symptômes essaient de nous dire. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'aggraver la souffrance, car l'inconscient insistera toujours plus fort tant que le message n'est pas entendu et intégré. Un autre aspect crucial de ces racines inconscientes réside dans l'intégration de ce que Daco, à la suite de nombreux pionniers de la psychologie des profondeurs, nomme les introjections ou les identifications primitives. Dès l'enfance, nous absorbons non seulement les paroles et les comportements de nos parents et des figures d'autorité, mais aussi leurs émotions non exprimées, leurs peurs cachées, leurs désirs inassouvis et même leurs propres conflits inconscients. Nous internalisons leurs injonctions, leurs valeurs, leurs jugements et même leur manière d'aimer ou de souffrir. Parfois, nous nous identifions tellement à ces figures primaires que nous adoptons inconsciemment des schémas de pensée ou de comportement qui ne sont pas véritablement les nôtres, mais qui nous ont été transmis. Un enfant dont le parent était constamment anxieux pourra développer une anxiété généralisée sans en comprendre la source. Un enfant qui a été souvent critiqué pourra intérioriser un critique intérieur impitoyable, sapant sa confiance en lui-même à l'âge adulte. Ces introjections deviennent des voix intérieures, des forces invisibles qui nous poussent à agir d'une certaine manière, à ressentir certaines émotions ou à percevoir le monde à travers un filtre hérité, non pas choisi. La souffrance vient alors du fait que nous vivons, en partie, une vie qui n'est pas authentiquement la nôtre,
guidés par des programmes inconscients qui ne sont pas le reflet de notre véritable essence, mais le produit de notre histoire et de nos identifications passées. L'inconscient est également le lieu de nos désirs refoulés et de nos conflits intérieurs. La société, la morale, l'éducation nous imposent des normes et des interdits. Certains de nos désirs naturels, de nos pulsions ou de nos fantasmes sont perçus comme inacceptables, honteux ou dangereux. Plutôt que de les gérer consciemment, nous les repoussons dans l'inconscient. Mais ces désirs ne disparaissent pas pour autant. Ils continuent d'exercer une pression souterraine, cherchant une voie d'expression, même déguisée. C'est de là que peuvent naître des conflits internes profonds. Une partie de nous aspire à la liberté et à l'autonomie, tandis qu'une autre, sous l'influence de l'inconscient, est retenue par la peur du jugement, la culpabilité ou des loyautés invisibles envers des figures passées. Ces conflits non résolus génèrent une tension psychique constante, une anxiété latente, une impression de ne jamais être totalement soi-même ou de vivre en deçà de son potentiel. La souffrance est alors le prix à payer pour cette division intérieure, pour cette bataille silencieuse entre des forces psychiques antagonistes. Les traumatismes non résolus représentent une catégorie particulièrement significative des racines inconscientes de nos souffrances. Un événement traumatique, qu'il s'agisse d'un abus, d'une perte brutale, d'un accident grave ou même d'une série de micro-traumatismes accumulés, peut submerger les capacités d'intégration de la conscience. L'esprit, incapable de traiter et de digérer une telle charge émotionnelle et sensorielle, refoule l'expérience dans l'inconscient. Cependant, le souvenir traumatique ne reste pas passif. Il peut se manifester à travers des flashbacks, des cauchemars, une hypervigilance constante, des troubles du sommeil, des réactions de panique inexpliquées ou une anxiété généralisée. L'individu peut se sentir bloqué, comme si une partie de lui était restée figée dans le temps au moment du traumatisme. Le corps et l'esprit continuent de réagir comme si le danger était encore présent, même si consciemment la personne sait qu'elle est en sécurité. Cette mémoire traumatique inconsciente peut également conduire à des comportements d'évitement, à des difficultés relationnelles, à un sentiment d'engourdissement émotionnel ou à une incapacité à faire confiance. La souffrance est ici une manifestation de l'énergie figée du passé, qui cherche désespérément à être reconnue, traitée et libérée. La psychopathologie quotidienne, les petits maux qui empoisonnent notre existence sans être de véritables maladies mentales, sont également des expressions de l'inconscient. Les lapsus révélateurs, les actes manqués, oublier un rendez-vous important, faire tomber un objet précieux, les rêves récurrents, les superstitions irrationnelles, les fixations étranges, les pulsions soudaines et inexplicables, toutes ces manifestations, souvent ignorées ou attribuées au hasard, sont en réalité des messages de l'inconscient. Elles trahissent des désirs secrets, des peurs refoulées, des conflits larvés, ou des informations que le conscient refuse d'admettre. Pierre Daco, s'appuyant sur les découvertes pionnières de la psychanalyse, nous invite à prêter attention à ces signes, car ils sont des pistes précieuses vers la compréhension de nos racines inconscientes. La souffrance peut alors se manifester par un sentiment d'absurdité, de non-sens ou de perte de contrôle face à ces comportements étranges qui semblent nous échapper. Comprendre les racines inconscientes de nos souffrances n'est pas un exercice futile ou une plongée dans les ténèbres pour le plaisir de la morbidité. C'est au contraire une démarche d'une importance capitale pour la guérison et l'épanouissement. En reconnaissant que nos problèmes ne sont pas toujours le fruit de notre volonté consciente ou de circonstances extérieures, mais souvent la résultante de dynamiques psychiques enfouies, nous nous ouvrons à la possibilité d'un véritable changement. Tant que nous luttons contre les symptômes sans en comprendre la cause profonde, nous sommes condamnés à les voir ressurgir sous des formes différentes mais avec la même intensité. La connaissance de soi, qui commence par l'exploration de ses racines inconscientes, est la première étape vers la libération. C'est en éclairant ce qui est caché que nous pouvons commencer à défaire les nœuds du passé, à réintégrer les parties fragmentées de notre être et à réécrire les scripts inconscients qui nous limitaient. L'approche de Pierre Daco, bien que s'inspirant des grandes figures de la psychologie des profondeurs, se distingue par son pragmatisme et son orientation vers la solution. Il ne s'agit pas de passer des années à intellectualiser nos problèmes, mais d'acquérir une compréhension suffisante pour agir.
La souffrance, dans cette perspective, n'est plus une punition, mais un signal précieux, une invitation à une transformation intérieure. En acceptant d'écouter les murmures de notre inconscient, en apprenant à décrypter ces messages symboliques, nous nous donnons la possibilité de rompre avec les chaînes invisibles qui nous retiennent et de construire une vie plus consciente, plus authentique et plus épanouie. La psychologie devient alors non pas un savoir abstrait, mais un outil concret de victoire sur nos propres limitations. Une victoire qui commence par la reconnaissance humble mais courageuse de l'influence de l'invisible sur le visible, des profondeurs de l'âme sur notre réalité quotidienne. Cette reconnaissance est le point de départ de tout travail psychologique sérieux, le premier pas vers une véritable libération. Le défi de cette exploration de l'inconscient réside dans sa nature même. Il est inconscient. Ses contenus ne sont pas directement accessibles à notre volonté ou à notre examen rationnel. Ils sont protégés par des mécanismes de défense, souvent pour nous protéger de douleurs que nous n'étions pas prêts à affronter. C'est pourquoi l'approche ne peut être frontale. Elle passe par l'observation attentive de nos rêves, de nos lapsus, de nos automatismes, de nos émotions récurrentes, de nos schémas relationnels. Elle passe par un travail d'interprétation, non pas pour étiqueter, mais pour comprendre le sens profond des messages qui émanent de l'inconscient. C'est un chemin qui demande patience, honnêteté et une certaine dose de courage, car il nous confronte parfois à des vérités dérangeantes sur nous-mêmes et sur notre histoire. Mais la récompense est immense. La fin de la souffrance répétitive, la libération des schémas obsolètes et l'accès à une source de puissance et de créativité insoupçonnée. C'est à la lumière de cette compréhension des racines inconscientes que nous pouvons ensuite aborder les chapitres suivants qui nous mèneront vers les outils et les chemins de la libération psychologique. Chapitre 2. L'enfant intérieur, source de conflit ou de puissance. Après avoir posé le regard sur les racines profondes et souvent inconscientes de nos souffrances, il est essentiel d'approfondir notre compréhension de la psyché en explorant un concept central et d'une richesse inépuisable, celui de l'enfant intérieur. Cette notion, bien que popularisée par diverses écoles de psychologie au cours du XXe siècle, trouve ses origines dans les observations cliniques des pionniers de la psychothérapie, qui ont compris l'impact indélébile de nos premières années sur notre vie adulte. L'enfant intérieur n'est pas une entité mystique ou une partie de notre âme au sens spirituel. C'est une métaphore puissante pour désigner la somme des émotions, des souvenirs, des croyances et des expériences vécues durant l'enfance qui résident encore en nous, dans notre inconscient, et qui continuent d'influencer nos pensées, nos sentiments et nos comportements à l'âge adulte. Cet enfant en nous est la part la plus vulnérable, la plus spontanée, la plus créative et la plus authentique de notre être, mais aussi celle qui porte le poids de nos blessures primaires. Selon la manière dont il a été nourri, aimé, écouté ou au contraire ignoré, critiqué, blessé, il peut être une source inépuisable de joie et de puissance, ou un puits de conflit et de souffrance intérieure qui se manifeste dans notre vie d'adulte. Dès les premiers instants de notre existence, nous sommes des êtres entièrement dépendants, avec des besoins fondamentaux de sécurité, d'amour, de reconnaissance, de protection et de validation. Si ces besoins sont satisfaits de manière adéquate, si l'enfant se sent aimé, en sécurité, écouté et valorisé, l'enfant intérieur grandit dans un environnement psychologique sain. Il développe une estime de soi solide, une capacité à faire confiance aux autres, une curiosité naturelle pour le monde et une résilience face aux inévitables frustrations. Il devient une source de puissance, apportant à l'adulte une spontanéité, une joie de vivre, une créativité et une capacité d'émerveillement qui enrichissent son existence. Cette part de nous est alors un allié précieux, nous aidant à maintenir un équilibre émotionnel, à nous réjouir des petites choses de la vie, à oser l'aventure et à embrasser la vie avec un cœur ouvert. La puissance de l'enfant intérieur réside dans son énergie vitale, sa pureté émotionnelle, sa capacité à vivre l'instant présent sans le poids du passé ou l'anxiété du futur. Un adulte connecté à un enfant intérieur épanoui est capable de jouer, de rire sans retenue, de faire preuve de curiosité, d'explorer de nouvelles passions, de rêver grand et de maintenir une connexion profonde avec ses émotions sans être submergé. Il est en paix avec son histoire, ses besoins sont reconnus et il se sent complet. Cependant,
Il est rare que cette phase de développement se déroule sans heurts. Chaque individu, à des degrés divers, porte en lui les cicatrices de son enfance. Les blessures de l'enfant intérieur sont multiples et peuvent aller des manques affectifs les plus subtils aux traumatismes les plus criants. Un enfant qui n'a pas reçu suffisamment d'amour inconditionnel pourra développer une soif inextinguible de reconnaissance à l'âge adulte, cherchant constamment l'approbation des autres, incapable de se sentir digne d'amour pour lui-même. Un enfant souvent critiqué ou dévalorisé intériorisera une voix critique sévère, sapant sa confiance en lui et le poussant à l'auto-sabotage. Un enfant qui n'a pas été protégé des dangers ou qui a vécu dans un environnement imprévisible pourra développer une anxiété chronique, une hypervigilance constante et une difficulté à faire confiance au monde. Un enfant dont les émotions ont été niées ou réprimées apprendra à les refouler, ce qui pourra conduire à des troubles psychosomatiques, à des explosions émotionnelles inattendues ou à un sentiment d'engourdissement. Ces blessures de l'enfant intérieur deviennent des sources de conflits majeurs dans notre vie adulte. Elles se manifestent par des réactions émotionnelles disproportionnées face à des situations anodines, des peurs irrationnelles qui nous paralysent, des schémas relationnels répétitifs où nous attirons toujours le même type de partenaires ou de conflits, des comportements d'auto-sabotage qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs ou un sentiment persistant de mal-être, de vide ou de colère inexpliquée. L'adulte réagit alors non pas à la situation présente avec la maturité de son âge, mais à travers le prisme de l'enfant blessé qui réactive les mêmes peurs et les mêmes défenses qu'autrefois. Par exemple, une simple critique au travail peut déclencher une réaction de colère ou de prostration chez un adulte, non pas à cause de la gravité de la critique elle-même, mais parce qu'elle réveille la douleur de l'enfant intérieur qui se sentait constamment rabaissé par une figure parentale. De même, la peur de l'abandon chez l'adulte peut se manifester par une jalousie excessive, une dépendance affective ou une incapacité à s'engager, tout cela étant le reflet de l'angoisse de l'enfant qui craignait d'être laissé seul. Ces conflits de l'enfant intérieur se cristallisent souvent dans des croyances limitantes profondément ancrées. Nous avons intériorisé, sans même en avoir conscience, des messages négatifs reçus dans l'enfance et les avons transformés en vérité absolue sur nous-mêmes et sur le monde. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas d'être heureux. L'amour est dangereux. Je dois être parfait pour être aimé. Je ne peux faire confiance à personne. Ces croyances, forgées dans les vulnérabilités de l'enfance, guident nos perceptions et nos actions à l'âge adulte, nous maintenant dans un cycle de souffrance et de limitation. Elles dictent nos choix professionnels, nos relations amoureuses, notre rapport à l'argent et notre capacité à prendre des risques ou à nous épanouir. L'enfant intérieur blessé, dans sa tentative de se protéger, nous maintient dans une zone de confort limitée, nous empêchant d'explorer notre plein potentiel par peur de réactiver des douleurs anciennes. La psychologie moderne a développé diverses approches pour travailler avec l'enfant intérieur, reconnaissant qu'il est la clé de la guérison de nombreuses souffrances. Le processus commence par la prise de conscience de l'existence de cet enfant en nous et de son influence. Cela implique une écoute attentive de nos émotions, en particulier celles qui nous semblent disproportionnées ou irrationnelles. Lorsque nous ressentons de la colère intense, de la tristesse inexpliquée, de la peur paralysante ou une jalousie dévorante, il est souvent l'enfant intérieur qui se manifeste, cherchant à attirer notre attention sur une blessure passée. Plutôt que de réprimer ces émotions ou de les juger, l'étape fondamentale est de les accueillir avec bienveillance et curiosité, comme on le ferait pour un enfant qui souffre. L'étape suivante est l'identification des blessures spécifiques. En remontant le fil des émotions et des souvenirs, parfois non conscients mais sous forme de sensations ou d'images, il est possible de comprendre les expériences de l'enfance qui ont laissé une empreinte. C'est le travail de la thérapie, mais aussi de l'introspection profonde, qui permet de nommer et de reconnaître la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Nommer la blessure est un acte puissant de reconnaissance et de validation pour l'enfant intérieur qui, pendant des années, a souffert en silence. Une fois la blessure identifiée, le processus de réparation peut commencer. Cela implique de donner à l'enfant intérieur ce qui lui a manqué à l'époque. L'adulte que nous sommes devenus a la capacité de devenir le bon parent pour cet enfant blessé en nous.
Cela se traduit par des actes concrets d'autocompassion, d'auto-validation et d'autoprotection. Si l'enfant intérieur s'est senti rejeté, l'adulte peut consciemment lui offrir de l'acceptation inconditionnelle, se répétant « Je t'aime et je t'accepte tel que tu es, avec toutes tes imperfections ». Si l'enfant s'est senti impuissant, l'adulte peut lui insuffler de la force. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là pour te protéger ». Ce dialogue interne de reparentage est fondamental. Il ne s'agit pas de revivre le passé de manière douloureuse, mais de recréer un passé symbolique où les besoins de l'enfant sont enfin satisfaits par l'adulte mature et aimant que nous sommes devenus. La reconnaissance et l'expression des émotions refoulées sont également cruciales. L'enfant intérieur, c'est aussi la part de nous qui n'a pas eu le droit d'exprimer sa colère, sa tristesse, sa peur ou sa joie à l'époque. Ces émotions non exprimées restent figées dans le corps et l'esprit, causant des tensions et des blocages. Apprendre à ressentir et à exprimer ces émotions de manière saine et constructive à l'âge adulte, par exemple par l'écriture, le sport, l'art-thérapie ou simplement en les nommant et en les acceptant sans jugement, permet de les libérer et de dissoudre les blocages énergétiques et psychiques qu'elles génèrent. C'est donner une voix à cet enfant silencieux, lui permettant enfin de se faire entendre et d'être soulagé. Le travail avec l'enfant intérieur est une démarche de réconciliation. Il s'agit de réconcilier la part vulnérable et blessée de nous-mêmes avec la part adulte et forte. L'objectif n'est pas d'éliminer l'enfant intérieur car il est une partie indissociable de notre essence, mais de le soigner, de l'intégrer et de le transformer d'une source de conflit en une source de puissance. Un enfant intérieur guéri n'est plus un fardeau qui nous tire vers le bas, mais un réservoir d'énergie vitale, de spontanéité, de créativité, d'intuition et de joie. Il nous permet de vivre avec plus d'authenticité, de nous connecter plus profondément à nos désirs véritables et de retrouver une capacité d'émerveillement et de jeu que nous pensions avoir perdue. La reconnexion à cet enfant intérieur guéri se manifeste par une meilleure estime de soi, une capacité accrue à aimer et à être aimé, une plus grande résilience face aux défis et une joie de vivre plus profonde et plus constante. Les schémas répétitifs se dissolvent, les peurs irrationnelles s'estompent et les réactions émotionnelles deviennent plus proportionnées. L'adulte peut enfin vivre pleinement dans le présent, libéré du poids invisible des blessures passées. Pierre Daco, à travers ce concept, souligne que la psychologie n'est pas qu'une discipline intellectuelle, c'est un chemin de guérison et de réconciliation avec soi-même, un processus qui nous permet de devenir les parents aimants que notre enfant intérieur a toujours mérité. C'est en prenant soin de cette part vulnérable et précieuse de nous-mêmes que nous débloquons notre véritable puissance et que nous ouvrons la voie à une vie d'épanouissement authentique. La victoire de la psychologie est là. Elle nous offre les outils pour nous libérer de nos chaînes invisibles et nous connecter à la source de notre propre force intérieure. Le travail avec l'enfant intérieur est un témoignage puissant de cette victoire, un chemin vers la complétude et la sérénité. Chapitre 3. Les grandes découvertes de la psychanalyse. Pour comprendre la profondeur de la victoire de la psychologie, il est impératif de se tourner vers la révolution intellectuelle et thérapeutique initiée par la psychanalyse. Les découvertes qui ont émergé de cette discipline, pionnière dans l'exploration de l'inconscient, ont fondamentalement transformé notre compréhension de l'esprit humain, révélant des forces cachées qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos comportements bien au-delà de notre conscience. Pierre Daco, dans son ouvrage, s'appuie largement sur ces fondations pour éclairer les mécanismes de nos souffrances et nous offrir des voies vers la libération psychologique. Ce chapitre est une immersion dans les concepts fondateurs qui ont permis à la psychologie de remporter une victoire aussi prodigieuse sur les énigmes de l'âme humaine. La pierre angulaire des grandes découvertes de la psychanalyse est sans conteste la mise en évidence et l'étude approfondie de l'inconscient. Avant Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, l'esprit était majoritairement perçu comme une entité rationnelle et consciente. Les comportements humains inexplicables étaient souvent attribués à la folie, à la faiblesse morale ou à des causes purement physiologiques. Freud, à travers son travail avec des patients souffrant d'hystérie et d'autres troubles nerveux sans explication organique, a postulé l'existence d'une partie de l'esprit
dont les contenus et les processus sont inaccessibles à la conscience immédiate, mais qui exercent une influence déterminante sur nos vies. L'inconscient, tel qu'il l'a conceptualisé, n'est pas un simple réservoir de souvenirs oubliés, mais une force dynamique, un système psychique actif où résident des désirs refoulés, des souvenirs traumatiques non digérés, des pulsions primitives, des fantasmes inavouables et des conflits non résolus. C'est le lieu où se forment nos complexes, nos angoisses inexplicables et nos névroses. La découverte de l'inconscient a été une véritable révolution copernicienne pour la psychologie, décentrant l'homme de sa position de maître absolu de sa propre pensée et le confrontant à l'idée que nous sommes souvent agis par des forces que nous ignorons. Cette découverte de l'inconscient a conduit à celle des mécanismes de refoulement. Pour Freud, le refoulement est le processus psychique par lequel des pensées, des souvenirs, des désirs ou des pulsions jugées inacceptables, menaçantes ou douloureuses par la conscience sont activement repoussées hors du champ de la conscience et maintenues dans l'inconscient. Ce n'est pas un simple oubli, mais un mécanisme de défense actif, souvent involontaire et automatique, visant à protéger le moi de l'angoisse ou de la souffrance. Cependant, ce qui est refoulé ne disparaît pas. Loin d'être inactif, le contenu refoulé continue d'exercer une pression, cherchant constamment une voie d'expression. Cette pression se manifeste de diverses manières, à travers des symptômes névrotiques, phobies, obsessions, compulsions, anxiété, dépression, des rêves, des lapsus, des actes manqués, des conduites répétitives, le fameux « compulsion de répétition », ou des somatisations, douleurs, troubles fonctionnels sans cause organique. Le refoulement est donc une des racines profondes de nos souffrances, car il crée une division interne, une guerre silencieuse entre des désirs inconscients et les exigences de la réalité ou de la morale, ce qui génère une tension psychique constante et souvent épuisante. La psychanalyse propose, par son travail d'exploration, de rendre conscient ce qui a été refoulé, permettant ainsi de libérer l'énergie psychique bloquée et de résoudre les conflits sous-jacents. Une autre grande découverte est la signification des rêves. Avant Freud, les rêves étaient souvent considérés comme de simples résidus de la journée, des productions aléatoires de l'esprit endormi. Freud, en revanche, a posé que le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Il a développé une théorie selon laquelle le rêve est la réalisation déguisée d'un désir refoulé. Pendant le sommeil, la censure de l'inconscient est moins vigilante, permettant au contenu refoulé de s'exprimer, mais sous une forme symbolique et déformée pour éviter de réveiller l'angoisse du rêveur. L'analyse des rêves, en distinguant le contenu manifeste, ce dont on se souvient, du contenu latent, le sens inconscient caché, est devenue une technique fondamentale de la psychanalyse. En déchiffrant les symboles et les associations libres du rêveur, le psychanalyste aide le patient à accéder à ses désirs, ses peurs et ses conflits inconscients, permettant ainsi une meilleure connaissance de soi et une résolution progressive des problèmes psychiques. Les rêves sont un langage riche et personnel de l'inconscient, offrant des indices précieux sur nos dynamiques internes. La psychanalyse a également mis en lumière l'importance capitale de l'enfance et des expériences précoces dans la formation de la personnalité et l'émergence de la psychopathologie adulte. Freud a révolutionné la compréhension de l'enfance en postulant l'existence d'une sexualité infantile, au sens de pulsions de plaisir et d'investissement libidinal, et en développant la théorie des stades de développement psychosexuel, oral, anal, phallique, latence, génital. Selon cette théorie, des fixations ou des frustrations excessives à l'un de ces stades peuvent laisser des traces durables dans la personnalité adulte et être à l'origine de certaines névroses ou traits de caractère. Les relations précoces avec les figures parentales, en particulier le complexe d'Œdipe, le désir inconscient de l'enfant pour le parent du sexe opposé et la rivalité envers le parent du même sexe, sont considérées comme déterminantes dans la structuration du psychisme, la formation du surmoi et l'intégration des règles sociales. Les conflits non résolus de l'enfance, les traumatismes précoces et les dynamiques familiales dysfonctionnelles sont ainsi identifiés comme les racines profondes des souffrances adultes, expliquant pourquoi tant de nos schémas relationnels et de nos angoisses trouvent leur origine dans cette période formative de la vie.
Cette reconnaissance de l'impact de l'enfance a transformé non seulement la psychothérapie, mais aussi la pédagogie et la compréhension générale du développement humain. Une des contributions majeures et la plus connue de Freud est sa deuxième topique de l'appareil psychique, qui décrit la personnalité comme étant composée de 3 instances principales: le ça, id, le moi, ego, et le surmoi, super-ego. Cette conceptualisation offre un modèle dynamique pour comprendre les conflits intérieurs qui animent chaque individu et qui sont souvent à la source de notre mal-être. Le ça est la partie la plus primitive et la plus archaïque de la personnalité, entièrement inconsciente. Il est le réservoir des pulsions instinctives et des désirs innés, faim, soif, sexualité, agressivité, et fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant une satisfaction immédiate et totale de ses besoins, sans tenir compte de la réalité extérieure, de la logique ou de la moralité. Le ça est la source d'énergie brute du psychisme. Si le ça domine sans contrepoids, l'individu serait esclave de ses pulsions, incapable de s'adapter à la réalité sociale. Le moi est la partie de la personnalité qui se développe à partir du ça, en contact avec le monde extérieur. Il fonctionne selon le principe de réalité, cherchant à satisfaire les désirs du ça de manière réaliste et acceptable, en tenant compte des contraintes de l'environnement et des conséquences des actions. Le moi est la médiateur entre les exigences du ça, les impératifs du surmoi et les contraintes de la réalité extérieure. Il gère la perception, la pensée, le jugement, la mémoire et l'action. Le moi est en grande partie conscient, mais possède aussi une part inconsciente, les mécanismes de défense, qui est essentiel pour gérer l'angoisse et les conflits. Un moi fort est essentiel pour une adaptation saine et une bonne santé mentale. Le surmoi est la dernière instance à se développer, émergeant de l'intériorisation des normes morales, des valeurs, des interdits et des idéaux parentaux et sociétaux. Il est en partie conscient et en partie inconscient. Le surmoi représente la conscience morale, le juge intérieur qui nous dicte ce qui est bien et mal et qui nous pousse à nous conformer aux idéaux. Il peut générer des sentiments de culpabilité, de honte ou de fierté. Un surmoi trop rigide et punitif peut être une source immense de souffrance psychique, conduisant à l'autodépréciation, à la culpabilité excessive, à l'inhibition ou à des névroses de contrainte. Les conflits intrapsychiques entre ces 3 instances sont, pour la psychanalyse, la principale source de nos souffrances névrotiques. Le moi est constamment sous pression, cherchant à concilier les exigences irrationnelles du ça, les impératifs moraux et souvent punitifs du surmoi, et les contraintes de la réalité externe. Lorsqu'il ne parvient pas à résoudre ces conflits de manière satisfaisante, il met en place des mécanismes de défense que nous explorerons plus en détail dans le chapitre suivant pour gérer l'angoisse résultante. Ces mécanismes, bien que protecteurs à court terme, peuvent devenir rigides et pathologiques, contribuant à la souffrance chronique. La thérapie psychanalytique vise à rendre conscients ces conflits, à renforcer le moi pour qu'il puisse gérer plus efficacement les pulsions du ça et les exigences du surmoi, et à assouplir un surmoi trop rigide. Enfin, la psychanalyse a également mis en évidence l'importance du transfert et du contre-transfert dans la relation thérapeutique. Le transfert est le processus par lequel le patient projette sur le thérapeute des sentiments, des désirs ou des attitudes qui trouvent leur origine dans ses relations passées, en particulier avec ses figures parentales. C'est une répétition inconsciente de schémas relationnels anciens. Le contre-transfert, en retour, désigne les réactions émotionnelles du thérapeute envers le patient. La reconnaissance et l'analyse de ces phénomènes dans le cadre sécurisant de la relation thérapeutique sont essentielles, car elles permettent de revivre et de retravailler des dynamiques relationnelles passées dans le présent, offrant ainsi une opportunité de guérison et de transformation. C'est une mise en acte des conflits inconscients qui devient une voie vers leur résolution. Les grandes découvertes de la psychanalyse ont, pour la première fois, offert un cadre théorique cohérent et une méthode d'investigation pour explorer les profondeurs de l'esprit humain. Elles ont révélé l'étendue de l'influence de l'inconscient, l'importance cruciale de l'enfance, la complexité de nos désirs et de nos conflits intérieurs et la signification cachée de nos symptômes et de nos rêves. En démystifiant ces forces psychiques, la psychanalyse a posé les bases d'une compréhension plus profonde de la nature humaine et a ouvert la voie
à de nouvelles formes de guérison. Pierre Daco, en s'appuyant sur ces piliers, nous montre que cette connaissance n'est pas réservée aux spécialistes, mais qu'elle est un chemin accessible vers la victoire de la conscience sur les forces obscures de l'inconscient. Une victoire essentielle pour quiconque aspire à une vie plus pleine, plus authentique et libérée des chaînes invisibles de son passé. Comprendre ces découvertes est le préalable indispensable pour aborder les mécanismes de défense et les voies de la libération psychologique, qui sont au cœur de la prodigieuse victoire que la psychologie offre à chacun d'entre nous. Chapitre 4. Les mécanismes de défense du moi. Ayant exploré les grandes découvertes de la psychanalyse et la topique freudienne du ça, du moi et du surmoi, nous sommes désormais mieux équipés pour comprendre une autre dimension essentielle de la psyché humaine, souvent à l'origine de nos impasses et de nos souffrances, les mécanismes de défense du moi. Ces processus psychiques, dont Pierre Daco souligne l'importance capitale, sont les stratégies inconscientes que notre moi déploie pour gérer l'angoisse et les conflits internes, en particulier ceux qui émergent de la confrontation entre les désirs pulsionnels du ça, les exigences morales parfois rigides du surmoi et les contraintes de la réalité extérieure. Essentiels à notre équilibre psychique, ils peuvent devenir pathologiques lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive, rigide ou inadaptée, nous enfermant alors dans des schémas répétitifs et des souffrances chroniques. La prodigieuse victoire de la psychologie réside en partie dans la capacité à identifier et à comprendre ces mécanismes, afin de les rendre conscients et de les assouplir pour une meilleure adaptation et une plus grande liberté intérieure. Le moi, en tant que médiateur entre les forces internes et externes, est constamment sous pression. Les désirs bruts du ça peuvent être socialement inacceptables. Les exigences du surmoi peuvent être trop rigides et source de culpabilité. La réalité peut être frustrante ou menaçante. L'angoisse naît de l'anticipation d'un danger psychique. Par exemple, la peur d'être puni par le surmoi, d'être submergé par les pulsions du ça, ou d'être rejeté par le monde extérieur. Pour faire face à cette angoisse et maintenir une certaine cohérence interne, le moi développe, inconsciemment, des stratégies de protection. Ce sont ces stratégies que l'on nomme mécanismes de défense. Ils agissent comme des filtres, des distorsions ou des blocages qui permettent de manipuler ou de nier la réalité interne ou externe afin de réduire le niveau d'anxiété. Ils sont normaux et nécessaires à un certain degré pour la survie et l'adaptation psychique de l'individu. Ils ne deviennent problématiques que lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive et au détriment de la confrontation saine avec la réalité. L'un des mécanismes de défense les plus fondamentaux et les plus connus est le refoulement. Déjà abordé dans le chapitre précédent comme une découverte majeure de Freud, il est le mécanisme par excellence pour repousser hors du champ de la conscience des pensées, des sentiments, des souvenirs ou des désirs, qui sont jugés inacceptables ou douloureux. Ce qui est refoulé n'est pas oublié. Il est simplement maintenu dans l'inconscient, d'où il continue d'exercer une influence. Par exemple, une personne qui a vécu un événement traumatisant dans son enfance peut ne plus s'en souvenir consciemment, mais ce souvenir refoulé peut se manifester par des phobies inexplicables, une anxiété généralisée, des cauchemars récurrents ou des difficultés relationnelles. Le refoulement crée une amnésie partielle mais ne résout pas le conflit sous-jacent, laissant une tension psychique latente qui peut éclater sous forme de symptômes. La déni est un autre mécanisme courant où l'individu refuse d'accepter une réalité externe désagréable ou menaçante. C'est l'exemple de la personne qui, face à un diagnostic médical grave, refuse d'y croire et continue d'agir comme si de rien n'était. Ou de l'individu qui nie l'évidence d'un problème relationnel ou d'une addiction, malgré les preuves et les avertissements de son entourage. Le déni est une forme de protection contre une vérité trop difficile à affronter, mais il empêche toute prise en charge réelle du problème et peut mener à des conséquences graves à long terme. C'est un mécanisme primitif souvent à l'œuvre dans les premières réactions au choc ou au deuil. La projection consiste à attribuer à autrui ses propres pensées, sentiments ou désirs inacceptables. Par exemple, une personne qui ressent une colère refoulée ou une envie profonde de critiquer les autres peut accuser son entourage d'être hostile ou de la juger constamment. Un individu qui se sent coupable d'une faute peut suspecter les autres de le critiquer. La projection est une manière de se débarrasser d'un contenu psychique inconfortable en le plaçant à l'extérieur de soi,
mais elle engendre des malentendus relationnels et une vision déformée de la réalité, créant souvent des conflits avec les autres qui ne comprennent pas pourquoi ils sont accusés de choses qu'ils ne ressentent pas ou n'ont pas faites. L'identification projective, plus complexe, est un mécanisme où la personne non seulement projette un aspect d'elle-même sur l'autre, mais pousse inconsciemment l'autre à se comporter d'une manière qui confirme cette projection. Par exemple, une personne qui projette sa propre impuissance sur un partenaire peut inconsciemment l'amener à prendre toutes les décisions et à la rendre dépendante, confirmant ainsi sa propre perception d'impuissance. La rationalisation est un mécanisme qui consiste à trouver des raisons logiques, acceptables et rationnelles pour justifier un comportement, une pensée ou une émotion dont la véritable motivation est inconsciente et moins avouable. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas réussi un examen peut rationaliser son échec en disant que l'examen était mal conçu ou que le professeur n'aimait pas les étudiants brillants, plutôt que d'admettre son manque de préparation ou sa peur de l'échec. C'est une manière de protéger son estime de soi en déformant la réalité de ses propres motivations. La sublimation est l'un des mécanismes les plus adaptatifs et constructifs. Il s'agit de canaliser des pulsions ou des désirs inconscients, souvent agressifs ou sexuels, vers des activités socialement acceptables, productives et créatives. Par exemple, une forte agressivité peut être sublimée dans une carrière de chirurgien, dans un sport de combat ou dans l'expression artistique. Des désirs sexuels refoulés peuvent être transformés en une passion pour l'art, la musique ou la littérature. La sublimation permet de transformer des énergies potentiellement destructrices en forces constructives, contribuant au développement personnel et à la contribution sociale. C'est un signe de maturité psychique. La formation réactionnelle consiste à adopter des comportements, des pensées ou des attitudes qui sont l'exact opposé d'un désir ou d'un sentiment inconscient jugé inacceptable. Par exemple, une personne qui ressent une forte colère ou une haine inconsciente envers quelqu'un peut manifester une gentillesse excessive et un amour ostentatoire envers cette même personne. Un individu qui est très anxieux et craintif peut se montrer excessivement téméraire ou provocateur. Ce mécanisme permet de masquer l'émotion véritable, mais au prix d'une tension psychique et d'une rigidité comportementale. Le déplacement implique de rediriger une émotion ou une pulsion d'un objet, la source véritable, vers un autre objet ou une autre personne qui est moins menaçante ou plus accessible. Par exemple, un employé qui est en colère contre son patron, mais ne peut l'exprimer directement, rentre chez lui et crie sur son conjoint ou ses enfants. L'agressivité est déplacée de l'objet initial, le patron, vers un objet substitut, la famille, ce qui soulage temporairement la tension, mais crée de nouveaux problèmes relationnels. C'est une tentative de résoudre l'angoisse en la déplaçant, mais sans résoudre le conflit sous-jacent. La régression est un retour à des comportements ou à des modes de pensée caractéristiques d'un stade de développement antérieur, plus infantile, face à une situation de stress ou d'angoisse. Un adulte confronté à une grande difficulté peut, par exemple, réagir en se montrant colérique et capricieux comme un enfant, en pleurant de manière incontrôlable, en refusant de parler, ou en adoptant des comportements de dépendance excessive. La régression offre un soulagement temporaire de l'angoisse en replongeant dans un état où l'individu se sentait, ou s'imagine se sentir, plus en sécurité ou moins responsable. Mais elle est incompatible avec une résolution mature des problèmes. L'isolation de l'affect est un mécanisme où une pensée ou un souvenir traumatique est gardé conscient, mais coupé de l'émotion qui lui est associée. La personne peut parler de manière très détachée et intellectuelle d'un événement douloureux, sans montrer la moindre émotion. Cela permet de se protéger de la souffrance émotionnelle associée au souvenir, mais au prix d'un engourdissement affectif et d'une incapacité à intégrer pleinement l'expérience. On voit cela souvent chez les personnes qui ont vécu des traumatismes intenses. L'intellectualisation est proche de l'isolation, mais elle implique une utilisation excessive de la pensée abstraite, de la logique et de l'analyse pour éviter de ressentir ou d'exprimer des émotions inconfortables. Au lieu de vivre une situation de manière émotionnelle, la personne la décortique, l'analyse sous tous les angles, en utilisant un langage technique ou théorique, ce qui la maintient à distance de ses propres affects. C'est une défense contre l'angoisse,
en la transformant en un problème intellectuel à résoudre. Chacun de ces mécanismes, et bien d'autres encore moins connus, comme la formation de compromis, l'annulation rétroactive, la somatisation, est à l'œuvre en nous, souvent simultanément, pour nous aider à naviguer les complexités de notre vie psychique. Ils sont le prix à payer pour l'adaptation à la réalité et pour le maintien d'une certaine cohérence du moi. Cependant, le problème survient lorsque ces mécanismes deviennent rigides, exclusifs, ou qu'ils nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est et d'y réagir de manière adaptée. Un déni chronique face à un problème de santé, une projection systématique de ses propres défauts sur les autres, ou un refoulement massif de toutes les émotions douloureuses peuvent conduire à une souffrance psychique importante, à des relations dysfonctionnelles et à une incapacité à évoluer. La victoire de la psychologie, telle que Pierre Daco la met en lumière, réside précisément dans la capacité à identifier ces mécanismes de défense. Le processus thérapeutique, qu'il soit psychanalytique ou d'une autre obédience, vise souvent à aider l'individu à prendre conscience de ses propres défenses. Cette prise de conscience n'est jamais facile, car les défenses sont là pour nous protéger. Elles se manifestent souvent par une résistance au changement, un refus d'explorer certaines pensées ou émotions, ou une incapacité à reconnaître certains schémas. Le rôle du thérapeute est alors d'accompagner le patient avec délicatesse, en déjouant ses résistances, non pas pour briser les défenses brutalement, mais pour les assouplir, permettant ainsi aux contenus inconscients qui étaient tenus à distance de remonter à la conscience, progressivement et en toute sécurité. En rendant conscients nos mécanismes de défense, nous gagnons une liberté inestimable. Nous ne sommes plus esclaves de réactions automatiques dictées par une angoisse inconsciente. Nous pouvons choisir de réagir différemment, de faire face aux réalités difficiles, d'exprimer nos émotions de manière authentique et de construire des relations plus saines. L'objectif n'est pas d'éliminer toutes les défenses, elles sont nécessaires à la vie psychique, mais de les rendre plus flexibles, plus adaptatives et de réduire leur caractère pathologique. Un moi fort n'est pas un moi qui nie la réalité, mais un moi qui peut affronter l'angoisse et les conflits de manière plus mature et plus intégrée. C'est en cela que la connaissance de ces mécanismes est une étape cruciale vers la libération psychologique et vers le triomphe de la conscience sur l'inconscient, thème que nous explorerons plus avant dans les chapitres à venir. Elle nous offre les moyens de dénouer les nœuds de nos souffrances les plus profondes et de vivre une vie plus authentique. Chapitre 5. La force des automatismes inconscients. Après avoir plongé dans les profondeurs de l'inconscient et démystifié les stratégies de protection du moi, il est temps d'aborder une dimension particulièrement prégnante de notre vie psychique. La force souvent écrasante de nos automatismes inconscients. Pierre Daco, à travers son œuvre, insiste sur le fait que la plus grande partie de notre existence n'est pas guidée par une décision consciente et rationnelle, mais par des réactions automatiques, des habitudes profondément ancrées, des schémas de pensée et de comportement qui se déclenchent sans que nous en ayons conscience, ni que nous puissions les contrôler directement par la seule volonté. Ces automatismes, bien qu'essentiels à notre survie et à notre efficacité quotidienne, deviennent des sources majeures de souffrance lorsqu'ils sont dysfonctionnels, nous enfermant dans des cycles répétitifs et des comportements autodestructeurs. La prodigieuse victoire de la psychologie réside justement dans la capacité à éclairer ces automatismes pour les transformer et nous libérer de leur emprise. Nos automatismes sont les pilotes invisibles de notre quotidien. De la manière dont nous nous levons le matin, à la façon dont nous nous brossons les dents, conduisons notre voiture ou réagissons à un imprévu, la plupart de nos actions sont exécutées sans délibération consciente. C'est le cerveau qui, pour économiser l'énergie et traiter des informations complexes en un éclair, transforme les actions répétées en routine, les réactions fréquentes en réflexes. Ces automatismes sont incroyablement efficaces. Ils nous permettent de marcher sans penser à chaque pas, de conduire en parlant ou de préparer un café tout en réfléchissant à la journée. Ils sont la base de l'apprentissage et de la performance. Mais cette efficacité a un revers. Lorsque ces automatismes sont basés sur des schémas négatifs, des blessures passées ou des défenses inadaptées, ils deviennent des sources de limitation et de souffrance, nous poussant à reproduire les mêmes erreurs encore et encore malgré nos meilleures intentions.
Les automatismes inconscients se manifestent sous de multiples formes. Il y a d'abord les automatismes comportementaux. C'est le fait de se ronger les ongles en situation de stress, de procrastiner systématiquement, de manger de manière excessive face à l'ennui ou à l'anxiété, de réagir par la colère face à la frustration, ou de fuir le conflit à tout prix. Ces comportements ne sont pas le fruit d'une décision mûrement réfléchie à chaque fois. Ils sont des réactions impulsives, des réponses apprises et conditionnées qui se déclenchent sans notre consentement conscient. La personne qui se jure de ne plus faire telle ou telle chose se retrouve souvent à la faire quand même, non pas par manque de volonté, mais parce que l'automatisme est plus fort, ancré dans l'inconscient, se manifestant comme une pulsion irrésistible. Ensuite, il y a les automatismes de pensée et d'émotion. Nous développons des schémas de pensée automatiques qui colorent notre perception du monde. Un pessimisme chronique, une tendance à l'autodépréciation, la rumination des erreurs passées, l'anticipation constante du pire ou la suranalyse des intentions d'autrui. Ces pensées automatiques déclenchent à leur tour des réactions émotionnelles automatiques, des vagues d'anxiété sans cause apparente, une tristesse récurrente, des accès de jalousie, une peur irrationnelle de l'échec ou du jugement. C'est comme un programme informatique qui se lance en arrière-plan et dicte la couleur de notre journée, souvent à notre insu. On se sent mal sans comprendre pourquoi, car la pensée initiale qui a déclenché l'émotion était trop rapide, trop automatique pour être interceptée par la conscience. Ces automatismes ont souvent leurs racines dans nos expériences passées, en particulier celles de l'enfance. Un enfant qui a été souvent critiqué peut développer l'automatisme de la pensée « je ne suis pas assez bien » et l'automatisme émotionnel de la honte ou de la peur du jugement, qu'il réactivera inconsciemment à chaque nouvelle situation sociale ou professionnelle. Un enfant qui a appris que la colère était dangereuse peut développer l'automatisme de la fuite face au conflit ou de la répression de ses propres émotions, conduisant à des relations où il ne s'affirme jamais. Ces automatismes sont des adaptations à l'environnement passé, des stratégies de survie qui, une fois l'enfance terminée, deviennent des prisons mentales et comportementales à l'âge adulte. Ils sont des répétitions inconscientes de ce qui nous a autrefois protégés ou aidés à survivre dans un contexte donné. La force de ces automatismes réside dans leur nature inconsciente et pré-rationnelle. Ils opèrent en dessous du seuil de notre conscience, ce qui les rend difficiles à identifier et à modifier par la seule logique ou la volonté. Essayer de combattre un automatisme par la force pure, c'est comme essayer de nager à contre-courant dans une rivière puissante. C'est épuisant et souvent inefficace. La volonté consciente est dépassée par la puissance de l'habitude inconsciente. C'est pourquoi tant de résolutions du Nouvel An échouent, tant de tentatives de changer de comportement ou de penser différemment se heurtent à un mur invisible. Le moi conscient veut une chose, mais l'inconscient, conditionné par des années de répétition, agit dans une autre direction. La souffrance naît de ce décalage, de ce sentiment d'être impuissant face à soi-même, de répéter des erreurs que l'on voudrait ne plus commettre. Pierre Daco nous enseigne que la prise de conscience de ces automatismes est la première étape vers leur maîtrise. Il ne s'agit pas de les juger ou de les blâmer, mais de les observer avec une curiosité détachée. La psychologie, à travers des méthodes comme l'analyse des rêves, l'association libre, l'observation des lapsus ou l'écoute attentive des émotions, permet de remonter aux sources de ces automatismes, de comprendre leur origine et leur fonction passée. En mettant de la lumière sur ce qui était caché, nous commençons à affaiblir leur emprise. L'automatisme ne disparaît pas instantanément, mais sa puissance diminue à mesure que nous devenons conscients de son déclenchement et de ses mécanismes. Une fois l'automatisme identifié et sa racine comprise, la transformation devient possible. Il ne s'agit plus de lutter contre, mais de reprogrammer. Cela implique de créer de nouveaux automatismes, plus adaptés, plus constructifs, qui viendront progressivement remplacer les anciens. Cela peut se faire par la répétition consciente de nouveaux comportements, de nouvelles pensées et de nouvelles réactions émotionnelles. La méditation de pleine conscience, par exemple, aide à observer les pensées et les émotions automatiques sans s'y identifier, créant ainsi une distance qui permet de ne pas réagir automatiquement. Les techniques de visualisation et d'affirmation positive, similaires à l'autosuggestion de Coué,
peuvent être utilisés pour ancrer de nouveaux schémas de pensée et de réponses émotionnelles dans l'inconscient. En répétant une nouvelle pensée ou un nouveau comportement de manière cohérente, nous traçons de nouveaux chemins neuronaux, renforçant les connexions associées aux automatismes désirés et affaiblissant ceux que nous voulons modifier. Le processus de reprogrammation des automatismes inconscients demande patience et persévérance. Il est irréaliste de s'attendre à ce qu'une habitude ancrée depuis des décennies disparaisse du jour au lendemain. Il y aura des résistances, des rechutes, des moments où l'ancien automatisme refera surface. C'est là que réside la véritable force de caractère, non pas dans l'absence d'échec, mais dans la capacité à se relever, à reprendre la pratique, à persévérer avec bienveillance envers soi-même. Chaque petite victoire, chaque fois que nous parvenons à intercepter un automatisme dysfonctionnel et à le remplacer par une réponse plus consciente et plus saine, renforce le nouveau chemin et affaiblit l'ancien. C'est un processus graduel de désapprentissage et de réapprentissage. La libération des automatismes inconscients a des implications profondes et transformatrices pour notre vie. En nous libérant des schémas répétitifs, nous gagnons en liberté de choix et en autonomie. Nous ne sommes plus les marionnettes de notre passé ou de nos conditionnements. Nous pouvons agir et réagir de manière plus consciente, plus alignée avec nos valeurs et nos objectifs véritables. Cela conduit à des relations plus saines, à une meilleure gestion du stress, à une créativité accrue et à une plus grande capacité à réaliser notre potentiel. La souffrance générée par les automatismes se dissout à mesure que nous reprenons le contrôle de notre propre psyché. La prodigieuse victoire de la psychologie est donc aussi la victoire sur l'emprise aveugle de nos automatismes inconscients. En rendant l'inconscient conscient, en le comprenant et en le reprogrammant, la psychologie nous offre les outils pour passer d'une vie dirigée par des forces invisibles à une existence plus intentionnelle, plus riche et plus épanouissante. C'est un chemin de conscience qui nous invite à devenir les co-créateurs actifs de notre réalité, à la place de réactifs passifs. Le pouvoir est là, dormant dans les profondeurs de notre psyché. Il nous suffit de l'éveiller et de le diriger avec sagesse. Ce travail sur les automatismes est une étape cruciale vers la guérison et la libération psychologique, ouvrant la voie à une connaissance de soi plus profonde et à une conscience qui triomphe. Chapitre 6. Guérir par la connaissance de soi. Après avoir plongé dans les arcanes de l'inconscient, exploré les résonances de l'enfant intérieur, cerné les grandes découvertes de la psychanalyse et compris la force implacable de nos automatismes, nous arrivons au cœur de la promesse de la psychologie, la guérison. Cette guérison n'est pas le fruit d'une potion magique ou d'une intervention extérieure miraculeuse, mais la conséquence directe et profonde d'une démarche intérieure essentielle, la connaissance de soi. Pierre Daco, tout au long de son œuvre, martèle cette vérité fondamentale. La lumière que nous portons sur nos zones d'ombre, la compréhension des mécanismes invisibles qui nous animent, est la condition sine qua non d'une véritable transformation. Guérir, dans ce contexte, signifie se libérer des chaînes invisibles du passé, des schémas répétitifs, des souffrances inexplicables, et accéder à une vie plus consciente, plus authentique et plus épanouie. La connaissance de soi n'est pas une simple accumulation de faits sur sa propre personne. C'est un processus dynamique et courageux d'exploration de ses propres profondeurs. C'est accepter de regarder en face ses peurs, ses blessures, ses contradictions, ses désirs refoulés et ses automatismes, sans jugement, avec une bienveillance radicale. C'est reconnaître que la plupart de nos souffrances ne sont pas des punitions ou des fatalités, mais des signaux, des cris de notre inconscient cherchant à attirer notre attention sur ce qui n'a pas été résolu. Tant que nous ignorons ces signaux, tant que nous vivons en surface, pilotés par des forces que nous ne comprenons pas, la souffrance persiste et se manifeste sous diverses formes. La guérison commence dès l'instant où nous nous engageons dans cette quête intérieure, où nous acceptons de devenir des archéologues de notre propre psyché. Le premier niveau de la connaissance de soi pour la guérison passe par la prise de conscience. Cela signifie devenir attentif à nos symptômes, qu'ils soient physiques, douleurs inexpliquées, fatigue chronique, émotionnelle, anxiété, tristesse, colère récurrente, ou comportementaux, procrastination, dépendance, schémas relationnels répétitifs.
Plutôt que de les voir comme de simples problèmes à éliminer, il s'agit de les interroger. Que signifie cette douleur? Quel message cette anxiété essaie-t-elle de me faire passer? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans la même situation? Cette curiosité introspective, guidée par une attitude d'ouverture, est la première étape vers la découverte des racines inconscientes de nos maux. La conscience est la lampe torche qui éclaire les recoins sombres de notre grotte intérieure. La prise de conscience s'approfondit avec l'identification des origines de nos schémas. Grâce aux découvertes de la psychanalyse, nous comprenons que nos réactions présentes sont souvent des échos d'expériences passées, en particulier de notre enfance. La connaissance de soi consiste alors à faire les liens entre nos comportements ou émotions actuelles et les dynamiques familiales, les injonctions parentales, les manques affectifs ou les traumatismes vécus dans le passé. Par exemple, une personne qui a constamment peur du rejet à l'âge adulte pourrait, en explorant son histoire, découvrir qu'elle a vécu des expériences d'abandon ou de dévalorisation dans son enfance. Comprendre que la peur actuelle est une réactivation d'une blessure ancienne n'efface pas la blessure, mais elle en modifie la nature. Elle passe d'une souffrance inexplicable à une réaction compréhensible, ce qui est le premier pas vers sa dissolution. Cette reconnaissance n'est pas une excuse pour ne pas changer, mais une condition pour comprendre ce qui doit être changé et comment. Un aspect crucial de la connaissance de soi pour la guérison est la reconnaissance des mécanismes de défense. Nous avons vu comment le moi met en place des stratégies inconscientes pour gérer l'angoisse. La connaissance de soi nous invite à observer nos propres défenses. Suis-je dans le déni face à une réalité difficile? Est-ce que je projette mes propres peurs sur les autres? Est-ce que je rationalise mes échecs pour éviter d'affronter mes responsabilités? La prise de conscience de ces mécanismes est libératrice car elle nous permet de voir comment nous nous trompons nous-mêmes, comment nous déformons la réalité pour nous protéger. En démasquant ces stratégies, nous pouvons choisir de ne plus nous y soumettre aveuglément et d'adopter des comportements plus authentiques et plus adaptés. C'est une démarche d'honnêteté radicale envers soi-même. La connaissance de soi implique également un travail d'intégration des différentes facettes de notre être, y compris notre enfant intérieur. Nous avons en nous cette part vulnérable et spontanée qui a été blessée. Guérir par la connaissance de soi, c'est apprendre à écouter cet enfant, à reconnaître ses besoins non satisfaits, ses émotions refoulées, et à lui offrir en tant qu'adulte l'amour, la sécurité et la validation qui lui ont manqué. C'est un processus de reparentage intérieur, où l'adulte prend soin de son propre passé blessé. Cette réconciliation permet de libérer l'énergie bloquée par les anciennes souffrances et de transformer l'enfant intérieur d'une source de conflit en un puits de vitalité, de créativité et de joie. Ce chemin vers la connaissance de soi est souvent facilité par l'aide extérieure. Un thérapeute, un analyste, un coach formé aux approches psychologiques peut jouer le rôle de guide et de miroir. Il ne guérit pas le patient, mais il crée un cadre sécurisant où la personne peut explorer ses profondeurs, faire face à ses résistances et comprendre les dynamiques inconscientes qui la meuvent. Le thérapeute aide à décrypter les messages de l'inconscient, rêves, lapsus, actes manqués, transferts, à identifier les mécanismes de défense et à faire les liens entre le passé et le présent. La relation thérapeutique elle-même devient un laboratoire où les schémas relationnels inconscients peuvent être rejoués et, pour la première fois, compris et transformés. Ce soutien extérieur est crucial car, comme Dacko le souligne, les automatismes et les défenses sont inconscients précisément parce que le moi n'a pas pu ou n'a pas voulu les affronter seul. La guérison par la connaissance de soi est un processus de transformation progressive. Il ne s'agit pas d'une illumination soudaine, mais d'une série de petites prises de conscience, de aha moments, qui s'accumulent et transforment notre perception de nous-mêmes et du monde. Chaque insight, chaque fois que nous comprenons pourquoi nous réagissons d'une certaine manière ou pourquoi une souffrance persiste, affaiblit l'emprise des forces inconscientes et renforce notre moi conscient. C'est comme dénouer les fils d'une pelote complexe. Un fil après l'autre, la pelote se défait, révélant la liberté et la clarté. La souffrance, qui était un mur, devient alors un chemin vers une plus grande compréhension et une libération. Cette connaissance de soi conduit à une responsabilité accrue.
En comprenant que nos souffrances sont souvent le produit de nos dynamiques inconscientes, plutôt que de la faute des autres ou du destin, nous reprenons le pouvoir. Nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances ou de notre passé, mais des acteurs capables de choisir nos réactions, de changer nos schémas et de créer une nouvelle réalité. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une source de force et de dignité, nous permettant de sortir du rôle de la plainte et d'entrer dans celui de la création consciente. La guérison par la connaissance de soi se manifeste par une multitude de bienfaits tangibles. Les symptômes diminuent ou disparaissent, car leur message a été entendu. L'anxiété s'apaise, laissant place à une sérénité intérieure. Les relations deviennent plus saines et plus authentiques, car nous ne projetons plus nos propres conflits et nous communiquons plus clairement. L'estime de soi s'améliore, car nous nous acceptons davantage avec nos parts d'ombre et de lumière. La créativité est libérée, car l'énergie autrefois bloquée par les conflits inconscients est désormais disponible pour de nouvelles entreprises. Nous retrouvons une joie de vivre plus profonde et plus constante, une capacité à être pleinement présent à l'instant, et un sens accru à notre existence. La connaissance de soi est la voie vers l'autonomie émotionnelle et psychique, une libération de l'esclavage de l'inconscient. Pierre Daco insiste sur le fait que cette quête de connaissance n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de guérir, de transformer, de s'épanouir. C'est une démarche qui demande humilité et courage, car elle nous confronte parfois à des vérités dérangeantes. Mais la récompense est immense. La victoire sur soi-même, non pas dans le sens d'une répression, mais d'une intégration. Une victoire de la conscience sur l'inconscient, qui nous permet de devenir les maîtres de notre navire, plutôt que de dériver au gré des courants invisibles. Cette connaissance de soi est le fondement de toute psychologie véritablement thérapeutique et le chemin le plus sûr vers une vie de plénitude. Elle nous permet de comprendre les clés de notre libération, qui seront le sujet de notre prochain chapitre, et de concrétiser la prodigieuse victoire de la psychologie dans notre propre existence. C'est en nous connaissant que nous nous libérons. Chapitre 7. Les clés de la libération psychologique. Après avoir parcouru les profondeurs de l'inconscient, compris les origines de nos souffrances et reconnu la puissance transformatrice de la connaissance de soi, nous arrivons à un point culminant. L'identification des clés concrètes de la libération psychologique. Ce chapitre est le prolongement naturel de tout ce qui précède, car la connaissance sans action reste stérile. Pierre Daco, à travers son œuvre, ne se contente pas de diagnostiquer nos maux. Il nous offre un arsenal d'outils et de compréhension pour défaire les nœuds de notre passé, briser les chaînes invisibles de nos automatismes et enfin vivre une vie authentiquement libre et consciente. La libération psychologique n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les aborder avec une conscience renouvelée et une force intérieure restaurée. La première et la plus fondamentale des clés de la libération est la prise de conscience. Cela peut sembler une répétition, mais c'est un point si essentiel qu'il mérite d'être constamment réaffirmé. La libération commence par le simple fait de reconnaître ce qui est. Tant que nos mécanismes de défense opèrent en coulisses, tant que nos automatismes nous pilotent à notre insu, tant que nos blessures d'enfance dictent nos réactions, nous sommes en prison sans le savoir. La conscience est la lumière qui dissipe l'obscurité. Il s'agit de cultiver une observation attentive de soi, de ses pensées automatiques, de ses émotions récurrentes, de ses schémas comportementaux répétitifs, des dynamiques qui se rejouent dans ses relations. C'est en devenant un témoin non jugeant de son propre fonctionnement que l'on commence à créer une distance avec l'automatisme et que l'on ouvre la possibilité d'une réponse consciente plutôt qu'une réaction aveugle. Cette conscience n'est pas un acte unique, mais une vigilance constante, un muscle psychique à développer chaque jour. Une fois la conscience éveillée, la deuxième clé est l'acceptation radicale de soi et de son histoire. C'est un point souvent mal compris. Accepter ne signifie pas approuver ou se résigner à ses souffrances. Cela signifie reconnaître que ce qui est, est. L'enfant intérieur blessé, les automatismes issus de l'enfance, les mécanismes de défense mis en place, tout cela a eu une fonction à un moment donné, même si cela nous dessert aujourd'hui. Lutter contre ces aspects de soi-même ne fait que renforcer le conflit intérieur. L'acceptation permet de dissoudre la résistance et la culpabilité qui accompagnent souvent nos souffrances.
C'est en disant oui à ce qui est, sans jugement, que l'on peut commencer à transformer. Accepter sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui ouvre la voie à la compassion envers soi-même, essentielle à toute guérison. La troisième clé est la désidentification. Nous avons tendance à nous identifier à nos pensées, à nos émotions, à nos rôles, à nos traumatismes. Nous nous disons « je suis angoissé »,« je suis un échec »,« je suis la victime de mon passé ». Cette identification crée une fusion qui rend le changement impossible, car nous ne pouvons pas nous libérer de ce que nous croyons être. La libération vient de la capacité à se désidentifier. Je ressemble de l'angoisse, j'ai eu des échecs, j'ai vécu un traumatisme, plutôt que je suis angoisse, je suis échec, je suis traumatisme. Cela crée un espace entre notre être profond et nos expériences ou nos manifestations psychiques. Nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions, ni nos peurs. Nous sommes l'observateur de tout cela. Cette distance permet d'observer nos automatismes sans être emportés par eux et de choisir consciemment une autre voie. C'est la base de toute liberté intérieure. La quatrième clé est le reparentage de l'enfant intérieur. Ayant compris que nos blessures d'enfance sont à la source de nombreux de nos conflits, la libération passe par la capacité de l'adulte que nous sommes à devenir le bon parent pour cet enfant en nous. Cela signifie lui offrir l'amour, la sécurité, l'écoute et la validation qui lui ont manqué. C'est un dialogue interne constant où l'adulte rassure l'enfant, valide ses émotions et lui apprend que le danger est passé, qu'il est maintenant en sécurité et aimé inconditionnellement. Ce processus ne revit pas le passé de manière traumatisante, mais le soigne dans le présent, permettant à l'énergie vitale de l'enfant de se libérer et de devenir une source de joie et de créativité plutôt qu'un puits de souffrance. C'est une réconciliation profonde avec notre propre histoire. La cinquième clé est la transformation des automatismes par la reprogrammation consciente. Sachant que nos comportements et pensées sont souvent le fruit de schémas inconscients, la libération implique de créer activement de nouveaux automatismes plus adaptatifs. Cela se fait par la répétition consciente et régulière de nouvelles pensées, de nouvelles affirmations, de nouvelles visualisations et la mise en œuvre de nouveaux comportements. Plutôt que de lutter contre une mauvaise habitude, il s'agit de la remplacer par une bonne. Plutôt que de subir une pensée négative récurrente, il s'agit de la neutraliser et de la remplacer par une affirmation positive. Cette reprogrammation est un entraînement mental et comportemental qui, avec persévérance, inscrit de nouvelles voies neuronales et de nouvelles réponses psychiques. C'est le principe même de l'autosuggestion consciente, où l'imagination bien dirigée sème les graines d'une nouvelle réalité. La sixième clé réside dans la reconnaissance et l'expression saine des émotions. Souvent, nos souffrances viennent d'émotions non reconnues, refoulées ou mal exprimées. L'inconscient est un réservoir d'émotions figées. La libération psychologique implique d'apprendre à identifier ces émotions, colère, tristesse, peur, joie, honte, culpabilité, et à les exprimer de manière appropriée et constructive, plutôt que de les réprimer ou de les laisser exploser de manière destructive. Cela peut passer par l'écriture, la parole, avec une personne de confiance ou un thérapeute, l'art, l'activité physique ou simplement la capacité de nommer et de ressentir l'émotion sans jugement. Lorsque les émotions circulent librement, elles ne s'accumulent plus pour former des symptômes ou des blocages. C'est une décharge nécessaire qui purifie l'esprit et le corps. La septième clé est le développement de la compassion et du pardon. La libération psychologique est souvent entravée par le ressentiment, la colère et le désir de vengeance envers ceux qui nous ont blessés, y compris nous-mêmes. Le pardon, dans ce contexte, n'est pas un acte d'absolution de l'autre, mais un acte de libération de soi. C'est un processus par lequel nous relâchons la charge émotionnelle négative qui nous lie à l'offense et à l'offenseur. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. De même, la compassion envers soi-même est cruciale. Se juger sévèrement, se critiquer sans cesse, se blâmer pour ses erreurs, maintient l'individu dans un cycle de souffrance. La compassion consiste à s'offrir la même bienveillance, la même compréhension, le même soutien que l'on offrirait à un ami cher en difficulté. C'est une source de force inépuisable qui nourrit l'estime de soi et favorise la guérison. La huitième clé
est l'ancrage dans le présent. Beaucoup de nos souffrances viennent de la rumination du passé ou de l'anxiété face à l'avenir. L'inconscient est souvent tourné vers les répétitions du passé. La libération psychologique implique de ramener notre conscience à l'instant présent, le seul moment où nous avons réellement le pouvoir d'agir et de choisir. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, la respiration consciente ou l'engagement total dans une activité aident à développer cette capacité à être ici et maintenant. En nous libérant du poids du passé et de l'incertitude du futur, nous accédons à une paix intérieure et à une clarté mentale qui nous permettent de répondre aux défis de la vie avec plus d'efficacité et de sérénité. Enfin, la 9e clé, qui englobe toutes les autres, est la persévérance et la patience. La libération psychologique est un chemin, pas une destination instantanée. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute, des résistances. Les automatismes sont profondément ancrés et ne lâchent pas prise facilement. La persévérance consiste à ne pas abandonner, à continuer d'appliquer les principes, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La patience est la sagesse de savoir que la transformation intérieure prend du temps, comme une graine qui pousse lentement pour devenir un arbre robuste. Chaque petite prise de conscience, chaque acte de bienveillance envers soi-même, chaque nouvelle habitude intégrée est un pas vers une plus grande liberté. Ces clés de la libération psychologique, issues des grandes découvertes que Pierre Daco met en lumière, ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des actions, des attitudes, des pratiques concrètes qui, intégrées dans notre quotidien, défont progressivement les chaînes invisibles de notre psyché. Elles nous permettent de passer de l'état de victime inconsciente de notre passé à celui d'acteur conscient de notre présent et co-créateur de notre futur. La victoire de la psychologie est là. Elle nous fournit les moyens de comprendre ce qui nous limite et les stratégies pour nous en affranchir. C'est un processus continu de croissance et d'apprentissage, un chemin vers une autonomie et une authenticité toujours plus grande. La conscience ainsi outillée est prête à triompher des forces de l'inconscient, nous menant vers une vie de plénitude, le sujet de notre prochain et dernier chapitre. Chapitre 8, le triomphe de la conscience sur l'inconscient. Nous voici au seuil du point d'orgue de l'œuvre de Pierre Daco, là où toutes les pièces du puzzle psychologique que nous avons assemblées trouvent leur sens le plus profond, le triomphe de la conscience sur l'inconscient. Ce n'est pas une bataille acharnée où l'un doit détruire l'autre, mais plutôt une intégration harmonieuse, une transformation où la lumière de la compréhension éclaire les profondeurs, permettant à l'individu de passer d'un état d'être agi à un état d'être acteur. La prodigieuse victoire de la psychologie culmine dans cette maîtrise de soi, acquise non pas par la force brute, mais par la subtilité de la connaissance et l'application éclairée de ses principes. Longtemps, l'être humain s'est perçu comme un être rationnel, maître de ses pensées et de ses actions. Pourtant, les découvertes de la psychanalyse, l'exploration des racines inconscientes de nos souffrances, la mise en lumière de l'enfant intérieur blessé et la compréhension des mécanismes de défense et des automatismes nous ont montré une réalité bien plus complexe et souvent déroutante. Nous avons découvert que des forces souterraines, des programmes invisibles et des dynamiques non perçues influencent une part considérable de notre vie. Nos peurs irrationnelles, nos réactions disproportionnées, nos schémas relationnels répétitifs, nos autosabotages, tout cela est le langage de l'inconscient qui cherche à se faire entendre, souvent sous forme de souffrance. Le triomphe de la conscience ne signifie pas une négation de cette réalité inconsciente, mais une transformation de notre rapport à elle. Le processus de ce triomphe commence par la reconnaissance humble et courageuse de l'existence et de l'influence de l'inconscient. C'est accepter que nous ne sommes pas toujours les maîtres à bord, que des parties de nous agissent sans notre consentement conscient. Cette reconnaissance, loin de nous affaiblir, est la première marque de sagesse. Elle nous permet de cesser de lutter en vain contre des symptômes ou des comportements que nous ne comprenons pas et de diriger notre énergie vers la source véritable. C'est le point de départ de toute libération. On ne peut transformer que ce que l'on reconnaît et que l'on accepte d'explorer. Une fois cette reconnaissance établie, le chemin du triomphe de la conscience passe par l'éclairage progressif des contenus inconscients.
Ce travail d'exploration, souvent facilité par un accompagnement thérapeutique, consiste à décrypter les messages de l'inconscient à travers nos rêves, nos lapsus, nos associations libres, nos symptômes. Il s'agit de faire remonter à la conscience les souvenirs refoulés, les émotions bloquées, les conflits non résolus, les introjections et identifications primitives qui continuent de nous influencer. Chaque prise de conscience est comme un rayon de lumière qui pénètre un peu plus profondément dans les recoins sombres de notre psyché. Cette illumination n'est pas toujours agréable, car elle peut nous confronter à des vérités douloureuses ou à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais cette confrontation est nécessaire. C'est en regardant la vérité en face que l'on peut commencer à la transformer. Le cœur du triomphe réside dans la réintégration et l'acceptation de nos parts d'ombre. L'inconscient est souvent perçu comme le lieu de ce qui est mauvais ou inavouable. Or, il contient aussi des potentiels inexploités, des ressources cachées et des aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés par peur ou par conformisme. La conscience triomphante ne refoule plus, elle intègre. Elle accepte que nous puissions avoir des pulsions, des désirs, des peurs, des colères, sans pour autant les juger ou les laisser nous submerger. Elle reconnaît que ces aspects font partie de l'expérience humaine. En acceptant nos ombres, nous les désactivons de leur pouvoir destructeur et les transformons en source d'énergie et de connaissance. C'est en faisant la paix avec toutes les facettes de notre être que nous devenons entiers et authentiques. Un élément crucial de ce triomphe est la maîtrise des mécanismes de défense et des automatismes. Ces stratégies, bien que protectrices initialement, peuvent devenir des prisons. La conscience triomphante ne cherche pas à les éliminer brutalement, mais à les rendre flexibles et conscientes. En identifiant nos propres mécanismes de défense, déni, projection, rationalisation, etc., et en comprenant pourquoi nous les utilisons, nous pouvons choisir de ne plus les laisser nous piloter aveuglément. De même, en mettant en lumière nos automatismes comportementaux et émotionnels, nous pouvons progressivement les reprogrammer. Il ne s'agit plus de lutter contre eux par la volonté, mais de les remplacer par de nouveaux schémas, plus sains et plus adaptés, grâce à la répétition consciente et à l'autosuggestion bien dirigée. C'est là que la méthode Coué, par sa simplicité et son action sur l'imagination, trouve toute sa pertinence comme outil de cette transformation. Le triomphe de la conscience sur l'inconscient se manifeste par une autonomie psychique accrue. Lorsque nous comprenons les forces qui nous agissent, nous ne sommes plus des victimes passives des circonstances ou de notre histoire. Nous devenons des acteurs de notre propre vie. Nous pouvons faire des choix plus éclairés, réagir de manière plus appropriée aux situations et gérer nos émotions avec plus de discernement. Cette autonomie ne signifie pas que nous contrôlons tout, mais que nous sommes capables de nous adapter, d'apprendre de nos expériences et de naviguer les défis de la vie avec plus de résilience. C'est la fin du sentiment d'être ballotté par des forces invisibles et le début d'une navigation consciente. Ce triomphe est également synonyme de libération émotionnelle. En faisant remonter et en intégrant les émotions refoulées, en donnant la parole à l'enfant intérieur blessé, nous libérons une énergie considérable qui était auparavant bloquée. La colère non exprimée, la tristesse non pleurée, la peur non affrontée peuvent enfin circuler et se dissoudre. Cette libération conduit à une diminution significative de l'anxiété, de la dépression, des phobies et des somatisations. L'individu retrouve une légèreté, une joie de vivre et une capacité à ressentir pleinement la gamme de ses émotions sans être submergé ou engourdi. C'est une guérison profonde qui se traduit par un bien-être intérieur renouvelé. Sur le plan relationnel, le triomphe de la conscience permet des relations plus authentiques et plus saines. Lorsque nos propres projections et nos mécanismes de défense sont mis en lumière, nous cessons de les attribuer aux autres. Nous voyons les personnes pour ce qu'elles sont réellement, plutôt qu'à travers le filtre de nos propres conflits intérieurs. Cela réduit les malentendus, les conflits inutiles et les dépendances malsaines. Nous sommes capables d'établir des liens plus profonds, basés sur la compréhension mutuelle, l'empathie et le respect, plutôt que sur la répétition de schémas passés. La conscience nous permet de choisir nos relations et de les nourrir de manière constructive. Enfin, le triomphe de la conscience sur l'inconscient ouvre la voie à une vie plus créative et plus significative.
Lorsque l'énergie psychique n'est plus gaspillée à maintenir le refoulement ou à alimenter les mécanismes de défense, elle devient disponible pour l'apprentissage, la croissance, la créativité et la réalisation de soi. L'individu peut alors explorer de nouveaux intérêts, développer ses talents, poursuivre ses passions et trouver un sens plus profond à son existence. C'est un processus d'individuation où l'être se réalise pleinement, intégrant toutes ses facettes, conscientes et inconscientes, pour devenir une personne complète et unique. La vie cesse d'être une série de réactions automatiques pour devenir une œuvre d'art consciente. Ce triomphe n'est pas une destination finale où tous les problèmes disparaissent. Il est un processus continu de vigilance, d'apprentissage et d'adaptation. L'inconscient ne cesse jamais d'exister ou d'influencer, mais la conscience, une fois qu'elle a goûté à cette victoire, ne se laisse plus submerger. Elle est devenue un phare qui éclaire la route, permettant de naviguer les tempêtes intérieures et extérieures avec sagesse et sérénité. Pierre Daco nous montre que cette victoire est à la portée de chacun, à condition d'oser l'introspection, d'accueillir la vérité et de s'engager activement dans le processus de connaissance de soi. La psychologie, par ses découvertes et ses outils, n'est pas une théorie abstraite, mais une force libératrice qui nous permet de devenir les architectes conscients de notre propre vie, de transformer nos souffrances en puissance et de révéler la magnificence de notre potentiel humain. C'est la promesse d'une vie plus riche, plus authentique et profondément épanouie. Le parcours que nous venons d'achever à travers la prodigieuse victoire de la psychologie de Pierre Daco nous a révélé une vérité fondamentale. La clé de notre bien-être et de notre épanouissement réside dans la compréhension et la maîtrise de notre monde intérieur. Loin des symptômes apparents, nos souffrances puisent leurs racines dans les profondeurs de notre inconscient, héritées des expériences de notre enfant intérieur, influencées par des mécanismes de défense subtils et régies par de puissants automatismes. Les grandes découvertes de la psychanalyse, avec Freud en figure de proue, ont offert une lumière sans précédent sur ces dynamiques cachées. Elles ont mis en évidence l'influence du refoulement, la signification de nos rêves, l'impact déterminant de l'enfance et l'interaction constante entre le ça, le moi et le surmoi. Cette connaissance est le point de départ d'une profonde transformation. La véritable victoire de la psychologie réside dans la capacité à passer de l'état d'être agi par des forces inconscientes à celui d'être acteur conscient de sa propre vie. Cela s'opère par la connaissance de soi, une introspection courageuse qui éclaire nos blessures, démasque nos défenses et permet de reprogrammer nos automatismes. Les clés de cette libération sont multiples. La prise de conscience, l'acceptation radicale de soi, le reparentage de l'enfant intérieur, la reprogrammation de nos schémas, l'expression saine de nos émotions, le pardon et l'ancrage dans le présent. Ce sont des outils concrets qui, avec persévérance et patience, nous permettent de dénouer les nœuds du passé et de construire une réalité plus alignée avec nos aspirations profondes. En fin de compte, le triomphe de la conscience sur l'inconscient n'est pas une lutte, mais une intégration harmonieuse. C'est l'éclairage de nos zones d'ombre qui permet de libérer notre potentiel créatif, d'établir des relations plus saines et d'atteindre une profonde sérénité. La psychologie, par ses révélations, nous offre la possibilité de devenir les maîtres de notre navire, naviguant avec sagesse vers une vie plus authentique et épanouie. C'est une invitation à continuer ce voyage de connaissance de soi, car c'est en comprenant nos mécanismes intérieurs que nous manifestons jour après jour la prodigieuse victoire de la psychologie dans notre propre existence.